Alors, bonjour à tous. Comme vous le savez peut-être, du 30 mars au 12 avril dernier, j'ai eu le bonheur d'accompagner notre programme Le meilleur de l'Afrique du Sud. Et ce fut pour moi un véritable coup de cœur. Je le dis très, très, très sincèrement. Ceux qui m'ont suivi sur Facebook l'ont de toute façon constaté au fil de mes publications. Donc, j'avais promis de vous en faire une présentation, un résumé, si possible, dans un délai raisonnable, parce que je m'emballe quand je parle de l'Afrique du Sud, mais c'est avec grand bonheur que je vais vous partager ce voyage. Alors, c'est un itinéraire sur 14 jours, 11 nuits à destination et c'est un programme qui se fait comme en deux blocs. Le premier bloc, c'est dans la région du Cap, donc 3 nuits au Cap, une nuit à Somerset West. Somerset West, c'est une banlieue du Cap. Ça nous rapproche de l'aéroport, pardon, parce qu'au jour 6, on prend un vol intérieur. Donc, cette première partie, c'est un peu l'Afrique blanche, l'Afrique des Européens, là, des premiers Européens qui sont arrivés en Afrique du Sud, français, hollandais bien sûr. Donc c'est vraiment ce côté-là que l'on va découvrir avec des paysages vraiment fascinants au début de l'itinéraire. Et par la suite, donc à partir de Durban jusqu'à Johannesburg, c'est l'Afrique noire. C'est un autre univers, c'est vraiment l'univers des parcs nationaux, des réserves naturelles et puis aussi de toute l'histoire là, des grandes villes comme Pretoria, Soweto, Johannesburg. Donc, on a plusieurs séjours de plus de 2 nuits. Donc, évidemment, au Cap, ce qui est fort apprécié parce que lorsqu'on arrive, ça nous permet de poser nos valises et puis d'à partir de notre point de chute du départ, là, de faire les différentes excursions qu'il y a à faire. Donc, c'est fort apprécié. Puis après ça, il y a aussi dans les réserves, la réserve de Tukloé et du parc Kruger qu'on est 2 nuits. Donc, vraiment très apprécié, surtout que les hôtels sont de très belle catégorie. Alors, ce qui est inclus dans ce programme, c'est bien sûr le vol aérien. Nous, on a eu la chance de le faire avec KLM, donc c'est un trajet quand même assez direct. On fait Montréal-Amsterdam, c'est un vol d'environ 7 heures, puis après ça, Amsterdam-Le Cap, qui est un vol, lui, de 11 heures. Beaucoup d'heures de vol, mais en même temps, c'est le même décalage horaire qu'en Europe, donc 6 heures de décalage, ça permet une adaptation plus rapide, surtout qu'encore une fois, on est 3 nuits en arrivant au Cap. Les repas sont tous inclus, à part les journées où on a nos vols aériens internationaux. Donc, les repas sont excellents. Dans une première partie, il y a souvent des repas servis à table, mais dans la deuxième partie, c'est souvent des buffets, mais très bons, très variés. Il y en a pour tous les goûts. Vraiment, on goûte aussi à des spécialités locales, donc ça, c'est un gros plus. Le vol intérieur entre le Cap et Durban, ça me permet de sauver quand même pas mal de kilomètres. Et c'est un vol d'environ 2 heures, donc ça se fait très, très bien, bien sûr. Et on a un autocar et un guide local pour chacune des deux parties du programme. Donc, pour la première partie dans la région du Cap et puis après ça, à partir de Durban jusqu'à la fin. Donc, des guides locaux qui sont très, très, très appréciés, très connaissants. Donc, on a eu beaucoup de plaisir avec eux. Les points forts de ce voyage, ils sont nombreux. Vous en voyez quelques-uns sur la présentation. Moi, je les résumerai tout simplement par cette grande diversité qu'offre la destination. Donc, vous allez y trouver votre compte et parfois même dans un couple, j'entendais des gens me dire, ben moi, je suis venue pour les animaux, pour les safaris, alors que mon conjoint ou ma conjointe est venu davantage pour l'histoire. Évidemment, tout l'aspect là, de la lutte raciale, l'apartheid, Nelson Mandela, etc. Donc, quels que soient vos intérêts, vous allez y trouver sûrement votre compte et y découvrir à chaque journée quelque chose de différent. Tant les paysages, hein, lorsqu'on se retrouve à l'extrémité sud du continent africain, qu'on se retrouve dans le canyon de la rivière Blythe, qui est le troisième plus grand canyon au monde, quand on se retrouve dans des sites historiques comme Robben Island, dans le musée de l'apartheid qui nous permet de bien comprendre cette lutte
à l'intérieur du pays qui a marqué l'histoire, bien sûr, de l'Afrique du Sud. Puis aussi toute la culture, hein, dans le fond, bien sûr, il y a les Blancs, il y a les Noirs, mais même à l'intérieur de la population noire, elle se répartit en différentes ethnies. Par exemple, les Zoulous, les Xhosa, puis il y a aussi des Swazis. Donc, chacune de ces tribus-là a des traditions et des cultures, des pratiques que l'on apprend à partager, que l'on apprend à connaître lors de différentes activités. La première partie de notre voyage débute au Cap, en fait exactement où les Européens d'origine néerlandaise se sont implantés à partir de 1652. Et au fil de son histoire, donc, la ville du Cap a été à la fois la capitale de cette première colonie, puis par la suite la capitale de cette province. Le Cap est aussi en fait une des 3 capitales que compte le pays. C'est la capitale législative ou parlementaire, si on veut. On appelle le Cap aussi, on la surnomme The Mother City, la ville mère, justement parce que c'est là que tout a commencé. Et bien sûr, comme en témoigne cette photo-là, le Cap a joui d'un emplacement d'un site absolument magnifique là, sur le bord de l'océan Atlantique. Et cette photo-là a été prise à partir de la montagne de la Table, un des attraits où nous aurons l'occasion d'aller par le biais d'un téléphérique. C'est une ascension qui se fait quand la température le permet, mais lorsque c'est le cas, évidemment, la vue est absolument splendide. Lors de notre tour de ville de la ville du Cap, nous aurons l'occasion, bien sûr, d'aller sur cette fameuse rue Rose Street dans le quartier Malais pour voir ces maisons aux couleurs vives. En fait, c'est un quartier qui doit son nom à la population issue des esclaves musulmans qui ont été ramenés à la fin du 17e siècle par les Hollandais de leur colonie asiatique. Hein. Les Hollandais, dans le fond, avaient fait du Cap un point de ravitaillement là, pour leur déplacement entre l'Europe et l'Asie. Donc, c'est vraiment ce quartier-là est en fait situé sur les pentes d'une des collines là, que l'on voit dans le profil de la ville. Et c'est vraiment des couleurs là, absolument fascinantes. Je vous laisse en apprécier là, quelques images. C'est à partir de ce point que nous allons prendre le téléphérique pour faire l'ascension de la montagne de la Table. Donc, depuis quelques années déjà, ce site est considéré comme une des 7 nouvelles merveilles de la nature, la montagne de la Table. Donc, le téléphérique nous y amène en 5 petites minutes et nous permet de jouir de cette vue magnifique. En fait, la montagne de la Table fait partie de 3 collines là, qui dessinent le profil du Cap. Celle que l'on voit ici sur la photo, c'est Lion's Head, la tête du lion, donc et qui fait partie aussi donc de ces 3 collines, la troisième étant Signal Hill. Et lorsqu'on ne peut pas faire l'ascension de la montagne de la Table à cause des conditions météo, on peut quand même aller sur la troisième, le Signal Hill, qui nous permet quand même d'avoir une vue de l'ensemble de la ville. Mais par bonheur, nous, on a eu l'occasion de profiter d'une journée magnifique pour faire l'ascension et je vous présente donc quelques images qui traduisent la beauté du site. Ici, vous avez la photo du téléphérique que l'on emprunte. Ce qui est amusant, c'est que c'est un téléphérique qui tourne, un rotatif. Donc, peu importe où on est situé à l'intérieur, ça nous permet d'avoir la vue le long du trajet vers le sommet. Lorsqu'on atteint le sommet de la montagne de la Table, le guide va nous laisser du temps libre pour marcher le long des sentiers aménagés, donc faire un petit peu un circuit circulaire là, qui nous permet d'avoir différents points de vue. Sur cette photo-là, vous voyez au loin, à droite en haut, l'île de Robben, donc Robben Island, où est installée la prison militaire là, qu'on aura l'occasion de visiter un petit peu plus tard. Et on voit encore en premier plan la montagne, le sommet qui s'appelle Lion's Head. Que dire de plus sur ce site absolument fascinant, absolument époustouflant? C'est vraiment un des incontournables des sites à voir lorsqu'on est au Cap.
Alors ici, on est redescendu de la montagne de la Table et on est au quai, en fait, qui s'appelle Victoria and Alfred Waterfront. Dans le fond, le nom vient du prince Alfred, le second fils de la reine Victoria. C'est lui qui a ordonné la construction de ce port en 1860. Donc, c'est en leur mémoire qu'on a donné ce nom. C'est un endroit hyper animé, très sécuritaire aussi. C'est un endroit donc où il y a un immense centre commercial, des petites boutiques, des amuseurs de rue, des boutiques souvenirs évidemment. Donc, c'est aussi également à partir de ce site-là que l'on prend l'excursion pour aller vers Robben Island. On y a mangé, donc on a pris un repas du midi dans une ambiance super cool, super agréable et bien sûr, encore une fois, avec une vue tout aussi splendide. Alors ici, on visite l'un des sites les plus symboliques d'Afrique du Sud. Donc, c'est Robben Island, qui est aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est une île qui a été, c'est une petite île, hein, fait à peine 5 km de long par un peu moins de 2 km de large. C'est une île qui a été utilisée à différentes époques comme prison, hôpital pour les malades socialement indésirables, base militaire. Mais bien sûr, c'est pour sa prison militaire qu'elle est le plus connue parce que c'est dans cette prison que Nelson Mandela et plusieurs autres de ses compagnons ont été emprisonnés. Nelson Mandela, c'est 18 de ses 27 années d'incarcération qu'il a passé dans cette prison. Donc, c'est vraiment un site très fort là, en symbolisme. Plusieurs des clients qui étaient dans mon groupe ont mentionné ce site comme étant l'un des moments forts de leur voyage. Donc, en plus, la visite est faite par un ancien détenu qui a été incarcéré simplement parce qu'il avait participé à une manifestation là, contre l'apartheid. Et il explique bien sûr les conditions de détention lors de son incarcération dans ce cas-là, et comme c'était le cas pour plusieurs, il était mineur, il avait moins de 18 ans, et donc il nous explique avec beaucoup d'émotion, là, évidemment, l'histoire de cette île. Donc ici, à la deuxième photo, vous voyez la petite cellule de Nelson Mandela. La cour aussi que l'on voit à l'intérieur, dans le fond de l'image, c'est une cour où évidemment, les prisonniers pouvaient sortir et c'est là que Nelson Mandela cachait le manuscrit du livre qu'il a écrit là, lors de son incarcération, Un long chemin vers la liberté, que je vous recommande de lire ou en tout cas de lire peut-être aussi le film qui a été fait à partir de ce livre-là pour se mettre dans l'ambiance et pour mieux comprendre surtout l'histoire de l'Afrique du Sud. La dernière image, c'est une image de Nelson Mandela, mais cette fois-ci pas sur Robben Island, sur une autre des prisons qu'il a fait après son incarcération à Robben Island. Donc, lorsqu'on fait la visite vers Stellenbosch et vers le coin français, là, on passe devant ce site et on prend la photo, bien sûr, de M. Mandela. On est rendu à notre quatrième journée du voyage, en fait la deuxième journée pleine en Afrique du Sud. Et cette journée commence, entre autres, ben, on part en autocar et on va se diriger vers la pointe sud du continent, mais en arrêtant dans différents endroits, comme par exemple ici à Out Bay, au départ de laquelle on va faire une excursion en bateau vers l'île de Duiker. Donc, c'est une île qui est devenu un sanctuaire pour des milliers de phoques à fourrure du Cap, qui sont des otaries venus d'Antarctique, et aussi pour plusieurs oiseaux de la région, le fou du Cap, cormoran, mouette. On peut pas se promener sur l'île, mais le bateau s'en approche de très près. Donc, ça nous permet c'est pas une longue randonnée. Nous, il y avait ça bougeait beaucoup dans le bateau lorsqu'on a fait l'excursion, mais c'est pas une longue excursion. Donc, on a pris quelques photos et on est revenu pour continuer notre périple. Alors, on continue notre route après l'excursion en bateau. On fait quelques arrêts photos le long de ce parcours, notamment ici pour voir justement cette baie, Hout Bay, petit village de pêcheurs le long d'une plage sablonneuse absolument superbe et encerclé à gauche par un promontoire rocheux qu'on appelle la Sentinelle, une espèce de garde de cette baie paradisiaque. Et on emprunte une route
qu'on appelle de Chapsman Peak, la route de Chapsman Peak, qui est une route qui a été réouverte au public, construite vers les années 1915, mais réouverte au public en 2003 et qui, sur 9 km, serpente sur 114 virages le long de la côte du littoral atlantique, là, vraiment entre les falaises escarpées et donc ce qui offre un panorama absolument à couper le souffle. Notre prochain arrêt est un grand bonheur, est une un site magnifique qu'on appelle en fait la plage de Boulders. C'est un lieu unique qui est devenu un paradis pour une importante colonie de manchots du Cap. C'est encore un des rares endroits où ils peuvent encore se prélasser sans être menacés par l'intervention humaine. On est en fait sur des petits promontoires en bois, là, des petits sentiers en bois. Comme vous voyez, il y a comme 2 points d'accès, là, vous en voyez un à l'autre bout. Fait que ça nous permet de les observer avec un grand bonheur sans trop les déranger. Photo typique de groupe au Cap de Bonne-Espérance, qui est en fait une réserve naturelle qui fait partie également d'un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est l'aire protégée de la région florale du Cap, dont l'intérêt est l'immense biodiversité terrestre au niveau mondial. Donc, le Cap de Bonne-Espérance, qui était avant surnommé le Cap des Tempêtes, est vraiment le site presque à l'extrémité sud. Notre prochain arrêt va être à ce qu'on appelle le Cape Point, donc la pointe du Cap, où là, on va être vraiment à l'extrémité sud. Donc, petit arrêt. Il ventait beaucoup la journée où on a fait la photo. Par contre, on était bien, là, c'est juste qu'il y avait beaucoup de vent, comme en témoignent nos mises en pli. Alors, juste un petit peu plus loin du Cap de Bonne-Espérance, on reprend l'autocar pour se diriger vers Cape Point. Donc, Cape Point, c'est véritablement l'extrémité sud du continent africain. C'est assez impressionnant de se dire, on est vraiment sur la pointe. On est à la rencontre, bien sûr, des océans Atlantiques et océans Indiens. Donc, deux courants, les eaux froides du courant de Benguela de l'océan Atlantique rencontrent les eaux plus chaudes de l'océan Indien avec le courant des aiguilles. Donc, ça crée un environnement côtier unique et une des zones marines les plus productives au monde. Donc, on accède au site de Cape Point par un sentier un sentier ou d'ailleurs un téléphérique là, qui nous amène jusqu'au sommet, où est-ce qu'il y a un phare là, qui marque la pointe à partir de laquelle j'avais pris la photo précédente. Et lorsque je suis dos à ce phare, là, je regarde donc les deux océans, du côté gauche l'océan Atlantique et du côté droit l'océan Indien. Donc, vraiment fascinant là, de s'imaginer à la rencontre de deux grands océans comme ceux-là. Et voilà, donc au retour de notre petite marche vers le haut, on prend la photo vers ce fameux site Cape Point. Vous me voyez avec Marie Peppa, ma petite mascotte, hein, mon Peppa Pig, étant donné que c'est l'année du cochon, comme vous le savez, j'ai décidé de l'amener partout avec moi cette année. Donc, une belle photo au sud du continent africain. On est à peu près à la hauteur du Brésil si on compare avec le continent américain, là, donc à peu près à la hauteur entre le Brésil et l'Argentine. De retour au Cap, on va faire la visite du jardin botanique de Kirstenbosch. C'est un jardin qui a été créé en 1913 pour promouvoir et préserver et exposer la flore extrêmement riche et variée de l'Afrique australe. Ça a été le premier jardin botanique au monde à être consacré à la flore indigène d'un pays. C'est sûr que dépendamment de la période où vous allez y aller, nous, on était donc à l'équivalent de l'automne austral. Donc, il y avait moins de fleurs qui étaient vraiment en pleine floraison. Mais par contre, le site est magnifique. On est situé sur les pentes orientales de la montagne de la Table, donc vraiment toujours dans la ville du Cap. Si vous faites le voyage à notre automne, au mois d'octobre ou novembre, ben là, à ce moment-là, là, c'est le printemps austral. Et là, les fleurs sont beaucoup plus impressionnantes là, parce que plus en floraison. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir justement des fleurs indigènes, comme par exemple les protéas qui sont typiques là, de cette région-là et qui constituent dans ce cas-ci la fleur emblème du pays. Ici, vous voyez une fleur
qui est en fait la famille des oiseaux du paradis. Mais normalement, les oiseaux du paradis sont oranges. Celle-ci, elle est jaune. C'est une fleur qui a été croisée, qui a été créée en l'honneur de M. Mandela. On voit d'ailleurs la statue de M. Mandela. Donc, et cette fleur lui rend hommage. Ce soir, nous mangeons dans un restaurant unique, un peu spécial, qui s'appelle le Gold Restaurant, qui est un restaurant qui rend hommage à toutes les spécialités de la cuisine africaine. Donc, c'est un restaurant qui offre également un spectacle de musiciens, danseurs. Ici, c'est une charmante dame qui passe de table en table nous faire des petits dessins sur la figure, si on le souhaite. Et donc, une cuisine variée, hein. On mange très bien en Afrique du Sud, je vous l'ai dit. La viande d'autruche est très populaire en Afrique du Sud. On mange aussi, bon, beaucoup de bœuf, hein, le biltong, en fait, là, biltong, qui est en fait comme une viande macérée là, dans des épices puis desséchée. Bref, un souper et un spectacle fort intéressant et très apprécié de tous. Notre cinquième journée va être dédiée donc à la découverte des villes de Stellenbosch et de Franschhoek, où qu'on va atteindre dans le fond en parcourant un petit bout de la route des vins. On dit que c'est la plus longue et dit-on la plus belle route des vins au monde. C'est la route 62 qui fait 850 km là, du Cap jusqu'à Port-Élisabeth. Nous, on en fait juste une petite partie et on va donc c'est véritablement ici que dans cette région-là que se trouve la majorité des vignobles sud-africains dans la province du Cap occidental. Et ce sont les premiers colons hollandais qui, dès leur arrivée en 1652, ont planté des cèpes d'origine européenne dans ce secteur, au pied de la montagne d'Atam tout d'abord, et après ça, vers ces villages qui se sont développés et dont l'architecture rappelle beaucoup l'architecture européenne, hollandaise, donc vraiment un style typique de ce secteur-là. Ici, on est à Stellenbosch, ville fort sympathique, là, où nous allons visiter, entre autres, un petit musée. Nous nous arrêtons dans un vignoble de la région, Rickety Bridge, où est-ce que nous allons découvrir ces vins typiques, hein, même si les vins du pays sont associés aux vignobles du Nouveau Monde, là, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Californie, l'Argentine, le Chili. C'est quand même depuis le 17e siècle que la vigne y est cultivée et donc au fil de toutes ces années-là, on y a développé quand même un certain art et certaines spécialités. Donc, on est au vignoble de Rickety Bridge. Hein, quand on se demande où il est le bonheur, mais cette journée-là, il était clairement autour de cette table. On va y découvrir. En fait, le vignoble national est composé de 45% de cépages rouges et à 55% de cépages blancs. Et dans les cépages rouges, on retrouve entre autres un cépage le plus répandu qui est le pinotage. C'est vraiment véritablement le cépage signature, le cépage emblématique du pays qui a été créé en 1925 et qui résulte du croisement entre le pinot noir et le cinsault là, ou le hermitage en Afrique du Sud, qui donne un vin très riche avec des arômes intenses de fruits noirs, d'épices et de café. Donc, une belle dégustation de différentes variétés. Il y a aussi bien sûr des vins blancs, des vins pétillants. Donc, vraiment une belle dégustation de belles découvertes. Ici, on fait un arrêt à Franschhoek qu'on surnomme le coin français parce que c'est dans cette région que se sont retrouvés les Huguenots chassés de la France lors des persécutions religieuses de la fin du 18e siècle. Donc, visite d'un petit musée et arrêt photo, bien sûr, pour photographier ce mémorial qui leur est dédié. Au jour 6, notre premier guide nous raccompagne à l'aéroport où nous allons prendre notre vol intérieur vers Durban. Donc, nous le quittons pour rejoindre donc la deuxième partie de ce voyage-là où nous attend un deuxième guide, un deuxième chauffeur d'autobus. Et il nous récupère à Durban après un vol intérieur de 2 heures et nous amène tout de suite vers l'estuaire de Sainte-Lucie qui se trouve à l'intérieur des limites du parc de la zone humide d'Isimangaliso, qui est inscrit également sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. En langue zoulou, ce terme signifie endroit miraculeux qui, en fait, n'en dit long
précision sur la mosaïque de relief et de type d'habitat qu'on peut y observer. Donc, on est ici donc sur le lac de Sainte-Lucie qui se couvre quand même une très grande superficie avec son estuaire qui fait lui 80 km de long par 23 km dans sa partie la plus large. Et nous allons emprunter faire une excursion en bateau pour aller y observer crocodiles et hippopotames. Donc, les hippopotames, c'est amusant parce qu'on voit partout sur la route des panneaux qui nous disent de faire attention aux hippopotames. C'est des animaux qui sont très, très, très agressifs. Ils sortent surtout la nuit. Donc, évidemment, on n'en a pas rencontré sur notre parcours, mais c'est des animaux dont il faut se méfier. Alors, on dort après notre arrivée donc dans la région, on dort dans la réserve de Kluklui. Ça se prononce comme avec des claques là, de la langue, qui est une particularité de la langue zoulou. Et nous allons faire donc un safari terrestre en 4x4 d'une demi-journée. Vous voyez le type de de véhicules que l'on emprunte, c'est des véhicules qui contiennent 10 places, donc les sièges c'est 3 places, mais on voit très très bien. On peut prendre facilement les photos, donc c'est très confortable, très agréable. Et ce premier safari-là nous a réservé beaucoup d'émotions, hein. Vous voyez sur les visages de mes clients à bord, on a eu beaucoup de fou rire et puis il nous est arrivé une petite mésaventure avec un éléphant qui a marqué beaucoup notre voyage. Alors voici le fameux éléphant qui nous a donné plein d'émotions. On l'a suivi vraiment, il a longé nos deux jeeps. On était dans deux jeeps, là, le groupe. Et à un moment donné, il s'est retrouvé entre nos deux jeeps. Puis là, il a pas trop aimé ça. Il s'est senti un petit peu coincé. Fait que il a fait, il a voulu comme nous charger. Fait qu'on a eu vraiment la peur de notre vie. Maintenant, on en rit, mais sur place, c'était vraiment très impressionnant. Le ranger a bien ri de nos réactions et par la suite, il nous a expliqué qu'un éléphant, avant de charger véritablement, il va prévenir 5 fois. Donc, quand il prévient, là, il met sa trompe sur une de ses, il met sa trompe, oui, c'est ça, sur une de ses cornes. Puis là, il met ses oreilles là, pleinement ouvertes, là. Puis là, il brasse la tête là, en voulant dire hey, vous, là, je suis pas content, là, vous m'empêchez de passer où je veux passer. Fait on s'est vite mais ceci dit, c'est pas pour vous inquiéter, les rangers sont très connaissants, ils connaissent les réactions des animaux, ils savent maîtriser les dangers, donc ça a été plus drôle que d'autres choses. Et mais ça a été vraiment un très très beau safari. On a vu bien sûr éléphants, girafes, zèbres. Vraiment, on rentrait dans une autre dynamique, dans un autre volet de l'Afrique du Sud. Quand je vous parlais de diversité, là, on était vraiment dans un univers complètement différent. Alors là, ici, vous voyez justement une photo d'une de mes clientes qui ont vu, eux, les girafes de très, très près. Nous, on n'était pas au même endroit à ce moment-là, mais les rangers se parlent avec un CB, là, fait que après ça, ils disent, ben, venez par ici, il y a tel animal. Nous, les girafes, on va les avoir vus un petit peu plus tard, là, quand on va faire le parc national Kruger, mais cette photo-là était vraiment très impressionnante, là. Ils ont vraiment croisé le chemin des girafes. On voit aussi beaucoup d'impalas. Ces animaux qui ressemblent un petit peu à des cerfs, mais avec les cornes là, complètement différentes, là. Ça, il y en a beaucoup dans les parcs et réserves que l'on a visités. Ici, on est au village traditionnel de Douma Zulu, qui est un village culturel à vocation instructive, qui va nous permettre donc d'avoir un bon aperçu du mode de vie et de la culture zoulou. Dans le fond, parmi la population noire, le groupe ethnique des Zoulous est le plus important du pays, même tout noir et blanc confondus. Il a une population estimée à 10 millions et demi. Donc, c'est vraiment une population aux traditions, à la culture très intéressante. Et ce village-là, qui est en fait un village qui fonctionne un peu comme un musée, nous permet d'en apprendre davantage sur les traditions et l'artisanat zoulou, donc l'utilisation des tambours, le travail des perles, le tissage, la poterie. C'est vraiment un très bel accueil. Malheureusement, il pleuvait lorsqu'on y est allé,
Fait qu'on, au lieu d'être à l'extérieur, on était sous un abri. La photo est plus sombre, mais les danses là avec, vous avez peut-être déjà vu Johnny Clegg là, faire ces danses-là. Johnny Clegg qui est considéré comme un Zoulou blanc parce qu'il est européen, mais il est arrivé en Afrique du Sud de très très jeune et il s'est vraiment associé à la culture Zoulou avec les danses là où est-ce il lance les pieds là, vraiment très très haut dans les airs. Vraiment très intéressant. Alors, on voit entre autres ces maisons qui sont vraiment caractéristiques des différentes populations ou des ethnies noires de l'Afrique du Sud, là, qu'on appelle des rondavel. La visite inclut donc une explication de ces traditions, de ces modes de vie, et on y prend un délicieux repas également. Maintenant, on va traverser, on va rentrer dans ce petit pays qui est comme enclavé en Afrique du Sud qui est le Swaziland, qui maintenant s'appelle le Eswatini, qui est un pays très pauvre, mais aux traditions très riches et à l'accueil aussi très, très, très chaleureux. Donc, on traverse en autocar. L'autocar nous laisse d'un côté, on traverse la frontière à pied et par la suite, donc, on va atteindre dans le fond le marché de Manzini. Manzini, c'est la plus grande ville du pays. On est vraiment là dans l'Afrique profonde. Là, c'est vraiment on est plongé là dans ce qu'on s'imagine de l'Afrique. C'est sûr que le pays est un pays pauvre où sévit un grand taux euh, de décès dus au sida encore. Hein, la moyenne d'âge, l'espérance de vie est dans les 50 ans. Donc, c'est un volet qui est très triste de cette histoire-là, de ce pays. Mais malgré tout, ils vivent beaucoup de l'artisanat. Donc, tout au long de notre séjour dans ce pays-là, on va y passer une nuit. C'est un petit pays, hein, c'est vraiment tout petit, tout petit. Et on va donc pouvoir voir à plusieurs occasions différents travaux qu'ils font, là, manuels, d'artisanat. Donc, comme ici, là, où est-ce on voit le travail avec des bijoux, des tissus, des paniers, des perles. Donc, un bel échange. C'est sûr que on a l'impression qu'on se fait des fois un petit peu harceler pour vendre, mais faut y arriver avec un esprit ouvert, partager. Des fois, moi, je suggère à mes gens, apportez des photos de chez vous. Moi, j'ai montré à ces gens-là là, des photos de notre hiver là, avec nos maisons entourées de neige. Là. Ils en revenaient pas. Là, tu sais, ils se disaient, mais mon Dieu, comment vous faites pour vivre? Fait que c'était amusant et ça permet un bel échange. Les enfants viennent nous voir avec beaucoup de curiosité, bien sûr, pour nous demander un petit peu de sous, mais sans leur donner des sous. Des fois, juste les prendre en photo, leur montrer la photo. Ça aussi, c'est des occasions d'échange. Hein. Ils mangent beaucoup de maïs grillé, comme vous le voyez ici, là, donc c'est pas cher. Puis des fois, ça permet de goûter à quelque chose de typique et puis d'échanger avec ces beaux enfants. Le pays a changé de nom un peu sous les caprices d'un roi. C'est une monarchie, le Eswatini. En fait, ils ont repris leur nom traditionnel, leur nom de la culture Swazi. En fait, pourquoi le roi a eu ce caprice-là? C'est qu'il était tanné que le pays se fasse associer à la Suisse, parce qu'on dit souvent que le Swaziland, c'était la Suisse d'Afrique. Puis effectivement, hein, en anglais, on dit Swaziland, Switzerland, donc leurs deux noms étaient très similaires. Mais pourquoi on appelait ça comme ça? C'est vraiment parce que les paysages sont absolument magnifiques, beaucoup de vallées, de montagnes. On passe dans une région qu'on appelle la vallée heureuse. Effectivement, le nom de Suisse africaine est amplement justifié. Donc, on était la fin de semaine lorsqu'on est passé par là, puis on voyait partout là, des cordes à linge remplies parce que c'était la journée, bien sûr, du lavage. Une autre photo qui témoigne de la beauté des paysages et dans cette région, donc, on va visiter entre autres un atelier de fabrication de bougies de Swazi, le véritable œuvre d'art. Là, ils font les bougies à la main avec des formes d'animaux et on va visiter aussi la verrerie Ngewanya, un des sites les plus réputés au Eswatini. C'est une verrerie qui utilise pour sa production uniquement du verre recyclé. Donc, ça fait travailler vraiment la population. Des gens de partout apportent le verre recyclé et font des objets là, d'une très grande beauté. C'est avec donc ces visites que on termine notre petit séjour au Eswatini.
On revient donc en Afrique du Sud et au pied de la frontière entre l'Afrique du Sud et le Eswatini se trouve un village reconstitué dont la vocation est véritablement de faire connaître l'histoire du peuple local ainsi que leurs coutumes, leurs usages. C'est un village Swazi qui est détenu à 100% par la population noire, qui a été créé en 2001 et c'est véritablement un coup de cœur. L'accueil est chaleureux et c'est véritablement aussi un bel exemple de sauvegarde du patrimoine culturel par la population. Le village va nous proposer également un spectacle de musique et de danse avec des chants traditionnels par une troupe là, qui compte une trentaine de chanteurs. Leur répertoire est très ancien, certains chants datent de 500 ans et les artistes sont fiers aussi de fabriquer eux-mêmes leurs instruments de musique. Donc ça a été véritablement un coup de cœur, je le répète, là, vraiment une ambiance fort sympathique, très chaleureuse et des gens très souriants, très joyeux. Regardez leur beau visage, leur sourire radieux. Donc, une belle rencontre. La prochaine diapo vous présente justement un petit extrait du spectacle qu'ils nous ont donné. À côté du parc Kruger, nous allons dormir 2 nuits dans un hôtel qui offre un hébergement fort agréable. Ça s'appelle le Hippo Hollow Country Estate. C'est sur le bord d'une rivière et justement, on nous dit de faire attention aux hippopotames parce que la nuit, ils peuvent se promener sur le terrain. Donc, on n'en a pas rencontré, ne soyez pas inquiets. Mais c'est un site d'une grande beauté. C'est des petites chambres individuelles que l'on voit ici avec le fameux toit de chaume. Vraiment un site très agréable et facile d'accès là, après pour le parc, pour aller au parc Kruger, là, il était à côté d'une des entrées principales. Nous voici au parc national Kruger, le parc national le plus densément peuplé au monde et la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud. C'est un territoire de 20 000 km², soit 350 km du nord au sud par 60 km d'est en ouest. Ce parc national a été créé en 1898 par Paul Kruger, qui était alors président de la République sud-africaine du Transvaal. C'était un chef d'État boer. Donc, pas nécessairement aimé par les populations noires, mais ne serait-ce que pour la création de ce parc qui lui permettait de protéger la réserve animalière. Évidemment, il est quand même très reconnu et ça a été vraiment un coup de cœur
généralisé. Ça a été une journée complète de safari, donc on a mangé à même le parc. C'est sûr que c'est un parc qui est très, très, très visité, mais lorsqu'on est dans les sentiers, on a quand même l'impression d'avoir un peu d'intimité, si je peux m'exprimer comme ça. Le même type de véhicule que le premier safari dont on a fait, et de belles rencontres. On a parcouru environ 230 kilomètres cette journée-là à la recherche, à la rencontre des différentes espèces qu'on y retrouve. Ici, on voit d'abord les zèbres qu'on a pu observer, quelques phacochères, donc Pumba dans le Roi Lion. Ici, des hyènes qui semblaient renifler une piste fort intéressante. Ici, c'est un koudou que l'on voit, une espèce de cervidé là, avec ses lignes blanches particulières, donc un animal que je ne connaissais pas. Et la rencontre de deux lionnes. Notre ranger était particulièrement fier d'avoir suivi son instinct et d'avoir choisi le chemin qu'il a pris pour nous amener à la rencontre de ces deux lionnes. Il n'y a pas de zoom qui est utilisé ici, là. Ils étaient vraiment Elles étaient vraiment à côté de notre Jeep, donc c'est sûr qu'elles semblent habituées à la présence humaine, mais ils nous disent entre autres de rester, de pas trop se lever lorsqu'on approche certains animaux, parce que pour eux, ils n'ont pas nécessairement la vue très 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 précise, fait qu'on est comme une espèce de d'ombre, tu sais, uniforme, fait que si on sort la tête, là on devient plus une menace parce qu'on se démarque de cette ombre uniforme. Mais une très belle rencontre avec les lionnes du parc national Kruger. L'animal le plus difficile à voir dans les réserves et parcs nationaux, c'est le léopard. Et nous, grand bonheur, il était là. On l'a vu même deux fois sur son arbre avec la pose classique, hein, les petites pattes qui pendent sur le côté. Donc, ça a vraiment été pour nous une réussite totale parce qu'on a réussi à voir ces fameux Big Five. Ces Big Five, en fait, ce sont les animaux qui étaient les plus prisés par les chasseurs autrefois. Maintenant, c'est les touristes qui veulent aller à leur rencontre. Et quand vous aurez en main la monnaie locale, qui est le RAND, R-A-N-D, vous remarquerez qu'à l'endos des billets, ils sont représentés et ils sont représentés sur les billets par ordre de difficulté à observer. Donc, sur le 10 RAND, c'est le rhinocéros. On en a vu, malheureusement, mes photos n'étaient pas assez précises pour les montrer, mais on a eu, lors de notre premier safari, on a vu de ces animaux. Par la suite, le 20 rand, c'est l'éléphant. Ça, on l'a vu à peu près comme ça, d'ailleurs. Le 50 rand, c'est le lion. Le 100 rand, c'est le buffle. Et le 200 rand, donc l'animal le plus difficile à observer, c'est le léopard qu'on a eu la chance, nous, de voir au Parc national Kruger. On quitte la région du parc national Kruger pour notre journée 11 faire le secteur du canyon de la rivière Blythe en commençant par le petit village de Pilgrim Rest qui veut dire le repos du pèlerin, qui est un ancien village d'orpailleurs dont l'exploitation a cessé en 1972. C'est un village qui est classé monument historique avec des anciennes maisons qui ont été restaurées, transformées en musée vivant de la ruée vers l'or au siècle dernier. C'est un petit village où on se croirait dans le Far West, vraiment un petit terre de western y règne. C'est une région où la population va nous proposer des produits locaux. D'abord des noix, beaucoup de noix de cajou et de noix de Grenoble, mais aussi donc des articles d'artisanat fort intéressants. Toujours à Pilgrim's Rest. Ici, vous voyez une ancienne station-service là avec, regardez les anciens réservoirs à essence là qui sont encore toujours debout. De belles nappes à vous procurer ou des centres de table vraiment très jolis là, faits par, entre autres, cette charmante dame. Nous atteignons pardon, le secteur du canyon de la rivière Black. Pour moi, ça a été vraiment une journée parmi mes plus belles, hein, à cause des panoramas. On fait plusieurs arrêts. Ici, on est
justement face à une des plus belles vues de ce canyon qu'on appelle God's Window, la fenêtre de Dieu, qui offre donc une vue plongeante sur les profondeurs du canyon avec ses forêts luxuriantes, ses plaines ainsi que les réserves sauvages. On n'est pas très loin encore du parc national Kruger. Et le canyon, en fait, c'est le troisième plus vaste canyon au monde, après le Grand Canyon en Arizona et celui de Fish River en Namibie. Il mesure 26 km de longueur pour une profondeur moyenne de 750 mètres. Un autre site impressionnant sur le canyon, c'est le Bourke's Locks Pothole, qui est en fait le site des marmites du géant. Le site a été baptisé du nom d'un chercheur d'or nommé Tom Bourke, qui, selon la légende, aurait eu la chance d'y trouver une grosse pépite d'or, d'où le nom des marmites de Bourke le Chanceux. Ici, on voit bien une photo qui illustre la composante, là, essentiellement du grès rouge. C'est une roche aussi qui est très friable et c'est la rencontre de deux rivières, Blythe et Thur, qui signifie joie et tristesse, qui ont sculpté dans les vallées des cavités qu'on appelle marmites où l'eau bouillonnante se fraye un chemin. Les falaises donc passent de l'orange au jaune ou au gris et tombent à pic dans l'eau turquoise, ce qui contribue bien sûr à la grande beauté du site. L'une des plus belles vues le long du canyon est certainement, en tout cas la plus connue, c'est celle qui donne sur les trois rondes d'Avel. Donc, ces trois sommets que vous voyez ici qui rappellent des huttes africaines. C'est un mot rondavel en afrikaans, signifie hutte. Et voilà, donc un site que vous avez déjà sûrement vu, mais qui, lorsqu'on y est pour véritablement en personne, est d'une grande richesse et vraiment un beau souvenir. À la fin de cette journée époustouflante, on va dormir au Mount Sheba Resort, qui est une espèce de lodge perdu au fond d'une vallée. On taquinait notre guide en lui disant, là, je ne sais pas où tu nous amènes par une espèce de chemin de terre où on n'était pas sûr que le chauffeur était capable de faire tous les virages. Mais c'est une espèce de retraite privée dans un cadre enchanteur au fond d'une vallée, encore une fois, avec ses huttes, toujours avec le toit de chaume et des petites chambres individuelles là, fort chaleureuses avec un foyer à l'intérieur, un site où on peut faire de la randonnée, vraiment une retraite comme une espèce de retraite privée silencieuse où on a pris bien sûr le repas du soir et où est-ce que le repas était justement délicieux. Aujourd'hui, on va se diriger vers Johannesburg en faisant un petit arrêt dans un village, en fait un village recréé, là, un village Ndebele, qui est un peuple, une des quatre ethnies bantoues avec les Zoulous, entre autres les Swazis qu'on a déjà rencontrés. Chaque maison est peinte par les femmes, décorée avec des couleurs très vives aux motifs géométriques. Donc, c'est un petit arrêt fort sympathique où est-ce qu'on va également prendre le repas du midi. On rejoint la zone urbaine de Tshwane qui a réuni sous un même nom les villes de Pretoria, Johannesburg, Soweto, donc des villes et des différents townships dans cette espèce de grand ensemble urbain. Ici, on est dans un secteur de Pretoria, Pretoria qui est la capitale administrative, donc où se retrouve le pouvoir exécutif, siège du gouvernement et de l'administration centrale, même si le Parlement, comme je l'ai dit plus tôt, se trouve au Cap. Ici, c'est des bâtiments qui rappellent l'époque des bourgs. On serait porté à dire boers, mais eux, ils disent vraiment bourgs, qui étaient donc ces Hollandais et Français c'est des Blancs finalement, les bourgs, qui sont arrivés donc au début du 17e siècle. Et ici, on est vraiment à Church Square, l'artère principale de Pretoria, donc qui est Church Street, et où on retrouve Church Square, pardon, qui marque le centre de la ville avec d'importants bâtiments historiques de l'époque avant la République d'Afrique du Sud. On voit aussi au centre de cette place un jardin ouvert avec une statue de Paul Kruger, celui qui a créé le parc national et qui a été un des leaders Boer, comme je l'expliquais plus tôt. Ici, on se retrouve devant les édifices de Union Building, donc
édifices qui dominent la partie ouest de la ville et qui composent donc le siège du gouvernement sud-africain depuis 1910. C'est des buildings qui sont construits en hémicycle et qui offrent une vue, évidemment, fort impressionnante sur le centre-ville. C'est ici que la République sud-africaine a été proclamée en 1961, donc date à partir de laquelle le pays obtenait son indépendance totale de l'Angleterre. Et c'est aussi ici que Mandela a prêté serment comme président en 1994, une fois qu'il a été libéré de prison, et qu'il est devenu donc le premier président noir du pays. Une statue gigantesque en sa mémoire honore ce moment historique. On arrive maintenant à Soweto, qui est en fait l'abréviation de Southwestern Township, qui est à l'origine une banlieue où vivaient les mineurs, là, ceux qui travaillaient dans les mines, et les ouvriers noirs. On est situé au sud-ouest de Johannesburg. C'est une région qui compte encore à peu près un peu plus que près de 2 millions d'habitants. Donc, on y voit entre autres ces fameuses tours d'aération où était située avant une ancienne mine au charbon. Autant d'un côté, c'est des riches maisons, autant de l'autre côté, c'est ces espèces de maisons qui témoignent de la pauvreté du quartier. Lors de notre visite à Soweto, on s'est retrouvé sur un site qui commémorait les émeutes de Soweto qui ont eu lieu en 1976 et qui était la réponse en fait à la décision du gouvernement de rendre obligatoire l'enseignement en langue africaine plutôt qu'en anglais. Ça a été donc le début de nombreuses émeutes, et le début de la résistance noire à l'apartheid. Donc, lors de notre visite, on s'est retrouvé avec des sorties scolaires qui venaient justement rendre hommage et comprendre l'histoire de leur pays à travers ce site emblématique. Ici, on voit une des professeurs qui, justement, pour l'occasion, s'était fait un tatou temporaire avec le visage de M. Mandela. De nombreux personnages célèbres ayant lutté contre l'apartheid passèrent une partie de leur vie à Soweto. C'est le cas de M. Mandela qui vécut ici pendant quelques années, tout comme l'archevêque Desmond Tutu, tous deux qui possédaient une maison sur la rue Vilakazi, dans le quartier d'Orlando West, seule rue au monde où vécurent en fait deux prix Nobel. Connu grâce aux innombrables apparitions à la télévision, son ex-épouse Winnie Mandela a habité cette petite maison que l'on voit en arrière et donc une petite maison en briques rouges qui est devenue maintenant un musée où sont exposés les souvenirs, les peintures et les photos de la famille Mandela. Notre dernière visite avant de se diriger vers l'aéroport pour notre retour se fera au très important et au très intéressant musée de l'apartheid à Johannesburg. C'est un musée qui présente des photos, des petites séquences de films qui tous témoignent en fait des multiples personnalités clés qui présentent les faits historiques reliés donc à cette histoire de l'apartheid. C'est un musée dont la visite ne laisse pas indifférent, mais qui surtout permet de comprendre et de ne jamais oublier l'horreur en se disant au moins que le cauchemar est terminé malgré encore des luttes des fois à poursuivre. Donc, une belle visite qui termine ce volet du voyage en Afrique du Sud. Lors de ce programme, vous avez la possibilité d'opter pour une prolongation aux chutes Victoria. Donc, c'est une prolongation de 4 jours qui inclut 8 repas. Personne dans mon groupe ne l'a fait, moi non plus, je ne l'ai pas fait. C'est une prolongation qui va vous permettre, entre autres, bien sûr, d'admirer le site naturel de ces chutes les plus hautes au monde, qui sont situées donc au Zimbabwe et qui vont vous permettre aussi de faire un autre safari dans le parc de Chobe. Donc, des visites fort intéressantes. Ça implique par contre de devoir vous procurer un visa supplémentaire et c'est une visite qui se fait c'est une extension qui se fait sans accompagnateur, mais pour ceux qui la prennent, vous êtes pris en charge par un guide local dès votre arrivée, donc du côté du Zimbabwe.
Alors, ceci termine ma présentation. Je vous mets cette photo qui est prise justement dans le musée de l'Apartheid à la fin avec ce très beau drapeau de l'Afrique du Sud qui représente bien le surnom que l'on donne au pays de nation arc-en-ciel. En plus, c'est ce passage entre les deux tas de roches illustre un petit peu le souhait du pays de prendre une roche du passé et la lancer vers l'avenir pour continuer à avancer et aller de l'avant dans l'acceptation des différentes ethnies, des différentes minorités qui sont encore présentes dans le pays. J'espère donc que je vous ai donné le goût de découvrir ce pays magnifique aux charmes nombreux, aux charmes multiples. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter si vous, pour faire vos réservations, n'hésitez pas à appeler votre agent de voyage ou notre centre de réservation. Au plaisir!